Oui, amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes ici à Liège pour parler du livre de monsieur Pierre Mboyi, qui est connu bien entendu au sein de la diaspora, au sein de la politique congolaise. Il fut bien sûr le président de l'UDPS Benelux. Il va nous parler de son livre, le nouveau livre qu'il vient de publier. C'est un livre qui parle de l'esclavage des États. Alors, quand on parle de l'esclavage des États, automatiquement, on va basculer sur la RDC. Pourquoi sur la RDC? D'ailleurs, ce livre a une certaine spécificité, c'est les drapeaux de la RDC que vous voyez là. Monsieur Pierre Mboyi, pourquoi cette démarche de mettre en place ces livres, de publier ces livres au moment où le Congo se trouve dans des difficultés terribles politiques? On se demande où va le Congo actuellement. Donc à la croisée des chemins, ce qu'on peut dire. Exactement. Et les livres tombent effectivement à la croisée des chemins. Je pense que c'était le moment opportun où il fallait porter un témoignage, puisque j'ai été un acteur actif de l'opposition politique du Congo pendant un quart de siècle. Et que, vu les événements, j'ai été à un moment donné contraint de faire une analyse critique, une analyse réflexive sur la situation fondamentale de notre pays, pour pouvoir envisager comment nous en sortir. C'est la raison pour laquelle j'ai bénéficié de j'ai saisi cette opportunité de mon retrait de l'UDPS pour pouvoir faire ce travail-là. Alors, ce travail, il est assez colossal. Alors, on peut définir ce travail, c'est surtout sur combien de volets? Disons que le livre a 10 chapitres. Mais l'essentiel n'est pas dans le nombre de pages, l'essentiel est dans la démarche et dans le contenu. La démarche, c'est que lorsque vous êtes confronté à une situation critique, vous devez faire savoir chercher la cause. Et la cause, on peut avoir toute une hiérarchie de causes. Mais il faut chercher la cause la plus fondamentale. Et c'est cette cause-là qui va faire de sorte que, une fois que vous l'avez identifiée, les solutions que vous allez trouver seront plus durables. Et il s'est fait que pour les cas du Congo, les causes sont dans l'histoire même du Congo. Donc c'est la première partie est historique. Puisque les causes, quel est le problème fondamental du Congo? Le problème fondamental du Congo, c'est que c'est un État qui a toujours été un État aliéné. La population n'a jamais bénéficié d'un quelconque droit. Et certains animaux que nous voyons en Occident, tels que les chats et les chiens, ont plus de valeur, ont plus de droits que les Congolais. Et cela vient d'où? Ça vient de l'origine même de la constitution de l'État du Congo. Donc le Congolais n'a jamais été émancipé. Jamais, jusqu'à aujourd'hui. Donc sa lutte, c'est une lutte d'émancipation. Qu'on reconnaisse sa valeur, qu'on reconnaisse sa dignité, qu'on reconnaisse ses droits. Mais pourquoi ces valeurs ne sont pas reconnues? Puisque le point de départ est mauvais. Donc la cause est dans le narcissisme, comme je l'ai dit, du narcissisme primitif de l'homme. Donc le Congo est le dernier État colonial du monde. Il a été colonisé à la fin du 19e siècle. Donc toutes les autres colonies avaient déjà 2, 3, 4 siècles. Mais le Congo est mal entré dans la modernisation. Il est entré dans la modernisation par l'esclavage. Il n'est pas entré dans la modernisation par le commerce, par l'émancipation. Non. Donc, cette situation est restée jusqu'à aujourd'hui. Alors, il ne fallait pas seulement décrire. Moi, j'ai l'originalité de cette étude. C'est que je me réfère aux théories freudiennes. Donc, c'est une analyse psychanalytique de l'acteur dominant qui nous tient sous son joug depuis 1885 jusqu'à aujourd'hui. Le régime n'a jamais changé. Les gens ont l'impression qu'au Congo, il y a eu le régime léopoldien, le régime colonial, ensuite l'indépendance. Non, nous sommes sous un seul régime. Nous sommes sous un régime d'aliénation totale de l'homme par l'homme. Donc, il faut identifier l'acteur dominant. L'acteur dominant, c'est qui? C'est l'être narcissique. Alors il faut lui révéler la vérité. Il faut lui faire sa psychanalyse. Alors, ce chemin de vérité,
c'est un chemin très dur, puisque lui, il est dominant. Il est très fort. Il ne connaît que la loi du plus fort. Les narcissiques, comme je vous l'avais dit en janvier ou février 2012, il a 3 caractéristiques principales. Il est dépourvu de sens moral, il est cynique, il est sadique, c'est-à-dire c'est la cruauté pure, et c'est le plaisir de faire du mal, le sadisme. C'est ça les caractéristiques du narcissique. Maintenant, en société civilisée, il habille ces caractéristiques-là par ce qu'on appelle les mécanismes de défense du moi. C'est-à-dire, il rationalise son comportement. Il essaye de s'adapter au milieu. Mais il est toujours, la loi du plus fort est toujours là, permanente. Alors là où la civilisation n'est pas forte, là où les gens sont faibles, alors son caractère cruel apparaît dans tout son état. Et c'est ce que nous avons connu avec nos colonies. Et maintenant, le régime colonial est arrivé, le régime colonial a un peu corrigé les tirs, mais tout en gardant cet aspect d'aliénation, avec la chicote, avec les cultures obligatoires. Donc, le Congolais n'a jamais vécu un régime de droit. Donc, il est difficile pour lui d'être responsable. Et c'est ce qui fait qu'en 1960, il ne savait pas quoi faire. Il n'a jamais été dans la modernité, il n'a jamais été dans l'émancipation comme les Sénégalais, comme les Maliens, comme les... Non, lui n'a pas été dans ces cas spécifiques. Donc il est resté perdu jusqu'à aujourd'hui. Alors il fallait faire cette analyse-là, mais la porter aux yeux de celui qui en est l'acteur, c'est-à-dire l'être narcissique. Les forces, aujourd'hui on les appelle les multinationales. Donc je situe les rapports entre les États et les multinationales aussi dans ce livre, pour déterminer le rapport qu'il y a entre le rapport de celui qui aime la loi du plus fort et les collectivités, qui sont des forces sociales. Maintenant, il y a une lutte entre les États et les multinationales. Mais si les États ne font pas attention, les multinationales vont absorber toutes leurs compétences et ils vont se retrouver dans la même situation que le Congo. Donc j'attire l'attention des États dans cette étude ici. Donc c'est une analyse qui est située sur la vérité. C'est pour cela au départ je cite je donne une citation d'un auteur célèbre qui était ici en Belgique. C'est Godefroy de Bouillon. C'était des rois chevaliers qui allaient faire la croisade. Je le cite ici, il dit: tu diras toujours la vérité, même si cela doit te coûter la vie. Il défendra la veuve et l'orphelin au péril de ta vie. Godefroy de Bouillon. Il adresse ces mots à son fils. Il lègue son pouvoir à son fils en disant ces mots. Et j'ai adopté cette citation-là. Donc nous avons fait trop de faux semblants, trop de faux fuyants, trop d'hypocrisie dans notre pays et nous ne nous en sortons pas. Nous devons chercher maintenant le chemin de la vérité. Et quel qu'en soit le prix, nous devons dire la vérité à ceux qui nous dominent. Nous devons dire la vérité aussi à notre peuple. Nous devons lui révéler la vérité, puisque lui aussi a des défauts. Et la complaisance, la félonie, la légèreté, la carte, le pouvoir pour le pouvoir. Donc c'est une analyse critique aussi bien au niveau interne, au niveau externe. Voilà un peu. Et puis une analyse des relations internationales d'aujourd'hui, surtout entre les États et les multinationales. Alors on peut considérer par rapport à ces livres, c'est une posture pour en fait les requiem de la RDC, les requiem pour le pays qui ont été sous la colonisation en fait de la Belgique et aussi de forces étrangères comme la France aussi. Et vous avez fait des comparaisons entre la France et la Belgique, indirectement en citant le Sénégal, le Mali et la Guinée, etc. Mais dites-moi, est-ce que vous jetez la pierre sur la Belgique par rapport à tout ce qui se passe actuellement en RDC? Non, nous avons, la Belgique a une part de responsabilité en tant que puissance tutélaire. Et cette analyse ici, c'est pour amener la Belgique à se dépasser.
c'est-à-dire à s'émanciper de son propre complexe colonial. Puisque moi je vis en Belgique depuis presque 30 ans. Le complexe colonial est très puissant en Belgique. Il n'arrive pas à se dégager de ce passé colonial-là. On sent que la colonisation congolaise de la Belgique était une colonisation extrêmement libidinale. Moi, je veux les amener à se dépasser. Vous savez, dernièrement, j'ai suivi un monsieur qui est metteur en scène de marionnettes, le spectacle marionnettes. Il a fait un spectacle sur le Boldier. J'ai suivi son reportage à la radio il y a un mois, le matin. Il a dit, il est allé lire les archives léopoldiennes du Congo. Il dit, à chaque page, il s'arrêtait. Tellement c'était fort. Il n'arrivait pas à... Les témoignages de la cruauté étaient tellement forts qu'il devait s'arrêter à chaque page. Mais le fait que ce metteur en scène mette déjà en scène ce passé-là, c'est déjà, comme on appelle, une forme de défoulement. Et c'est déjà un premier pas. Mais moi, j'aimerais que la Belgique participe à un travail de réappropriation de ce passé pour le dépasser. Puisque nous ne pouvons pas sortir sans transcendance. Tous les États du monde aujourd'hui sont dans un blocage total, dans une forme d'embouteillage étatique. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Véritablement, ça se voit à l'œil nu. Donc nous ne pouvons en sortir que par le haut, c'est-à-dire par les valeurs de lumière. Donc nous devons d'abord nous approprier ce passé-là, le voir en toute objectivité et pouvoir maintenant trouver des solutions. Et moi, je propose de voir des solutions. Je ne suis pas seulement dans la critique, je suis aussi dans les propositions des solutions, comment nous devons nous en sortir. Donc ce n'est pas un requiem. Le Congo, il est une entité éternelle, il n'est pas une entité transitoire. Alors, vous partez sur une posture qu'on connaît, la colonisation. Aujourd'hui, on voit ces legs de la colonisation et ça poursuit les Congolais. Exact. Et les comportements à travers leur façon de faire la politique. C'est ça. Aussi. Dites-moi, vos solutions pour s'en sortir de ces joutes coloniales, comment pouvez-vous faire? Voilà, heureusement que vous me posez cette question-là, Roger. Puisque notre problème fondamental, comme notre pénétration dans la modernisation a été très éphémère, notre société a une culture d'obscurantisme très développée par rapport aux autres pays. Et on le constate même dans la politique congolaise aujourd'hui. Vous verrez que l'organisation politique, de formation politique, est très éphémère. La rationalisation n'existe pas. La pulsion, c'est le sentimentalisme, tout est aléatoire, tout est éphémère. C'est dû à l'obscurantisme. Donc nous avons d'abord un défi, comment sortir de l'obscurantisme? Et comment? Voilà, comme eux, ils sont sortis de l'obscurantisme ici. Ils sont sortis par les valeurs de lumière. Donc nous devons avoir des acteurs politiques qui croient réellement dans les valeurs de lumière. Et ces valeurs de lumière, oui, vous devez les adopter et les transformer en actes politiques. Quand vous parlez de valeurs de la lumière, c'est un peu spirituel en fait. Oui, mais c'est spirituel, puisque le problème fondamental est spirituel et moral. Le problème n'est pas matériel, il est d'abord spirituel, il est d'abord immatériel avant d'être matériel. Donc nous devons d'abord solutionner le problème au niveau immatériel pour avoir des solutions réelles au niveau matériel. Mais nous faisons le contraire. Et vous verrez que tous les hommes politiques chez nous, ils recourent aux fétiches. Personne ne sait la science. Personne ne sait qu'il y a une méthode scientifique, qu'on analyse des choses. Non, tout le monde a des féticheurs, tout le monde a des gris-gris. Mais le pays ne peut pas sortir de l'obscurantisme par cette voie-là.
Donc c'est un problème fondamental du Congo. Ça n'a rien à voir avec l'étranger. C'est la culture, ça. Il faut sortir de cette culture-là. Donc il faut des acteurs qui croient autrement, qui voient autrement les choses. C'est la raison pour laquelle moi je propose un nouveau courant politique de la diaspora. Puisque nous avons vécu en diaspora, nous avons vécu la méthode, nous l'avons vécu dans les faits, nous l'avons vécu partout où nous allons. Vous voyez, la méthode est là. Contrairement à chez nous, les enfants qui naissent ici, nos enfants, sont totalement différents des enfants qui naissent au Congo. Donc nous allons créer un courant politique de la diaspora. Ce courant sera multiculturel. Ce courant va incorporer nos amis qui sont enfants. Vous avez des amis, vous habitez la France. Ces amis français feront partie de ce courant-là. Les amis belges seront partie de ce courant. Partout où les Congolais ont fui la dictature où il s'est habité, il va prendre ces amis-là pour les mettre dans ce courant-là. Donc c'est un courant humaniste. C'est ce courant-là qu'il faut maintenant, puisqu'il n'y a aucun changement sans diaspora. Maintenant, nous allons arriver sur le terrain, nous allons demander à la population locale d'adhérer à notre courant politique. Un courant moderne, un courant rationnel. Donc c'est par cette voie-là que nous devons sortir de l'obscurantisme. Voilà un peu l'une des pistes. Alors, aujourd'hui, comme on disait en liminaire, le Congo est à la croisée des chemins. Oui. Vous avez évoqué quelques pistes et solutions. Aujourd'hui, quelles sont les réelles pistes adoptées aujourd'hui à prendre pour pouvoir sortir de l'ornière, sortir aussi des ténèbres, en fait, en empruntant vos termes? Mais, moi, je lance un appel à travers vous. Parce que souvent, quand je passe chez vous, le message va très, très, très loin. Et la communauté internationale doit agir en transcendance. Nous sommes véritablement à la croisée des chemins, le 20e et le 21e siècle. Et je lance un appel que le processus électoral du Congo soit pris en charge par la communauté internationale. Qu'on ne laisse pas les acteurs politiques congolais, ils sont totalement perdus. Personne n'a confiance en personne. Alors, qu'ils se saisissent de ce processus électoral, qu'ils fassent les choses en conscience, qu'ils fassent les choses selon les valeurs universelles, en mettant en avant la dignité de l'être humain. Que ce processus-là soit pris en charge par la communauté internationale, qu'on le décharge des acteurs irresponsables. Au Congo, il n'y a pas d'acteurs politiques irresponsables. Il n'y a pas d'acteur politique crédible aujourd'hui qui peut prendre en charge un processus électoral honnête. Nous en avons véritablement besoin. Et le Congo est un enjeu géostratégique. Il est de l'intérêt de la communauté internationale que le Congo soit stable. Et cette stabilité passe par une nouvelle classe politique, une nouvelle dynamique politique qui implique tous les États du monde qui ont intérêt dans ce pays-là. Alors là, on regarde le contexte national et le contexte international. C'est du pessimisme qui est ambiant aujourd'hui. Oui. Alors comment sortir de ce pessimisme-là à partir du moment où la crise internationale fait de la sorte que cette crise ne profite pas aux Africains, particulièrement aux Congolais? Justement, c'est là le problème. Vous vivez dans un pays qui est la France. Moi, j'avais beaucoup d'espoir dans François Hollande lorsqu'il est arrivé, puisque son credo, c'était justement les valeurs de lumière. Il a parlé de justice. Il a dit, oui, il va apprécier les actes. Tous les actes, il va les apprécier en rapport avec les principes de justice. J'ai l'impression que depuis les attentats, il a changé d'avis au sujet du Congo. C'était une impression. Mais... Où c'était la démagogie? On ne sait pas. Mais, je dis ceci. Nous ne sortirons pas de cette situation sans transcendance. La France doit revenir aux valeurs de lumière. Et moi, je vous dis que tous les acteurs
internationaux. Vous savez, le Congo, c'est un pays bon samaritain. Je l'ai dit là, dans ce livre-là. C'est le Congo qui a fait des États-Unis la puissance nucléaire. C'est le Congo qui est la colonie qui a la plus participé à l'effort de guerre de toutes les colonies. 19 et bien entendu. Et si n'eût été l'uranium du Congo, l'Union soviétique allait prendre toute l'Europe. C'est puisque les Américains avaient la bombe atomique que l'Union soviétique s'est arrêtée à Berlin. Mais l'Union soviétique allait s'arrêter aux frontières du Portugal. Il allait prendre toute l'Europe. Donc, le Congo est un pays bon samaritain. Donc, nous ne devons pas être lâchés comme si nous n'avons rien fait. Notre pays, on ne tue pas son bon samaritain. On ne tue pas son bon samaritain. Donc, je leur rappelle ça. Donc, tous les acteurs politiques internationaux qui vont participer encore au malheur du Congo ne seront pas élus dans leur pays. Ils ne seront pas élus, vous allez les voir. Donc, tous ces acteurs, ils viennent refaire le léopoldisme. Ils viennent refaire le léopoldisme chez nous, au massacre, le génocide, 10 millions de morts avec Léopold II, 10 millions de morts maintenant avec l'administration Clinton. Ils veulent toujours pour l'or, les diamants, mais l'être humain, l'or, je l'ai dit dans le livre, il y en a sur la Lune, l'or. Il y en a sur Uranus, l'or. Les diamants, il y en a sur toutes les planètes, il y en a. Mais l'homme, la vie, il n'y en a que sur Terre. Il n'y en a que sur Terre. Alors nous devons sauver la vie. Nous devons sauver la vie. Voilà ce que je veux dire. L'ordre démocratique et à l'ordre autoritaire, il y a l'autoritarisme bien entendu en RDC, où on veut confisquer le pouvoir, où les élections sont caporalisées, où on se demande même s'il y aurait les élections. Alors, votre solution par rapport à cela? C'est le blocage du Congo. C'est ça justement qui a justifié ce livre. D'où vient le blocage? Le blocage, d'où vient le blocage? Le blocage vient de la domination politique. Mais qui exerce cette domination politique? C'est l'acteur dominant. Mais qui est cet acteur dominant? C'est l'être narcissique international. C'est-à-dire aujourd'hui, il est dans le multinational. Vous savez, les élections, depuis 1960, au Congo, il n'y a jamais eu d'élection. Il faut lire la loi fondamentale, je l'ai mise là, de 1960. Il n'est pas dit que le Congo est indépendant. Non? Mais les Congolais croient, puisque le roi Baudouin a décidé le terme d'indépendance. Non, dans le texte, ce n'est pas dit. On nous a donné une autonomie, ils n'ont pas donné l'indépendance. Donc le blocage, il est là depuis 1960. Et pour sortir de ces blocages, il fallait donc révéler ça à l'acteur, lui dire que nous avons compris son jeu. Non seulement nous avons compris son jeu, nous avons compris sa personnalité. Alors maintenant, il est obligé d'agir tel qu'il est. C'est ça le recours à la psychanalyse. Il est obligé, il ne peut plus se cacher derrière des principes. On s'est caché derrière les principes, c'était faux. Après la loi fondamentale, c'est-à-dire après Kassavubu, il y a eu le conclave de Luabu. Les Congolais ont mis un nouvel ordre politique, mais cet ordre n'a pas été approuvé. On a mis Mobutu. Mobutu était le représentant de l'acteur dominant. Pendant 2 ans, après, on est allé chercher celui qu'on avait déçu en 60, on l'a ramené là-bas, et puis on a vu qu'il voulait changer, on l'a liquidé, on a mis son fils adoptif. Donc, ça n'a jamais changé, les élections n'ont jamais... Les élections du Congo, c'est les élections législatives. Voilà les élections du Congo. Mais les élections présidentielles, c'est pour l'acteur dominant. Mais les Congolais doivent le savoir. Donc quand ils le sauront, c'est à ce moment-là qu'ils sauront comment négocier. Donc, nous, on nous donne, prenons d'abord ce qu'on nous donne, Roger Bongos. Commençons par prendre ce qu'on nous donne. On nous donne la main, prenons d'abord la main. Ne cherchons pas à arracher le bras. Prenons d'abord la main, montrons que nous savons gérer cette main-là de manière durable, de manière décente. Et progressivement, nous avons y aller. Mais nous n'avons même pas encore la main, nous voulons arracher les bras. Alors on nous arrache tout. On nous arrache tout. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, vous parlez dans votre livre, il y a la deuxième période
ou la période de démantèlement enfin si on peut parler de la RDC, on parle aussi des institutions, parce qu'on ne peut pas seulement démanteler une nation, on peut commencer à démanteler les institutions. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous avez été très très longtemps président de l'UDPS. Les rôles de l'UDPS, la vraie opposition, qu'on appelle le premier parti d'opposition, quel était son rôle aujourd'hui? Il y a la déliquescence de l'opposition au Congo, et tout cela, c'est aussi un démantèlement de l'appareil politique. Exactement. Et vous avez raison. Lorsque vous êtes confronté à un acteur, vous êtes un pays stratégique. Vous avez les minéraux, tous les minéraux du monde, c'est tout le pays. Mais vous n'avez pas de force politique. Vous n'avez pas de force politique pour pouvoir défendre réellement vos intérêts. Vous finissez en déliquescence, comme nous finissons en déliquescence. Puisque nous n'avons pas de hommes politiques responsables. Ces hommes politiques sont achetés. Ils travaillent pour autrui. Donc la conséquence aujourd'hui, c'est une conséquence logique. La déliquescence totale. Et c'est comme ça que fonctionnent les multinationales. Les multinationales sont des puissances d'argent, sont des puissances d'intérêt. Lorsque vous êtes faible, mais que vous avez de l'intérêt, eux ils voient cet intérêt-là, ils vous neutralisent le plus puissamment possible pour pouvoir avoir leur compte. Ils s'en foutent de vous. Mais s'il n'y a pas une force oppositionnelle crédible en face pour pouvoir faire face, c'est fini pour vous, vous êtes perdu. Alors j'ai rejoint ta question au sujet de l'UDPS. L'UDPS a représenté un épouvantail terrible pour les forces internationales. Ils ont dit, ah non, 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 il faut faire attention, il y a l'UDPS. Mais l'UDPS a fait un grand travail de conscientisation. Si aujourd'hui le peuple congolais est debout, si aujourd'hui on n'arrive pas à lui imposer aussi facilement un candidat, c'est puisque ce peuple-là, l'UDPS a travaillé avec ce peuple-là pendant des années. Ça au moins c'est un acquis. Mais malheureusement à la fin, c'est l'appareil du parti qui a implosé. C'est l'appareil du parti qui a implosé puisqu'on n'a pas su faire des réformes à temps dans ce parti-là. Et le parti a été je dirais, émacié par son entropie, son gigantisme, son manque de méthode, que je dis ici, la rationalité, a fait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'épouvantable, quelque chose de désarticulé, quelque chose de totalement inefficace. Totalement inefficace. Et moi, je vois que l'UDPS et son leader ont accompli leur rôle historique. Ils doivent passer la main. Pour moi. On va vers la fin. Alors, les solutions, vous l'expliquez dans votre livre. C'est un livre de 300, pratiquement 11 pages. De 311 pages. Pratiquement 311 pages. Vous avez évoqué les solutions, la crise. Vous avez évoqué aussi l'époque coloniale, etc. Avez-vous eu de pression par rapport à ces livres? De pression directe, non. Mais de pression indirecte, oui. Et je crois que ce livre a suscité une certaine crainte dans certains milieux étrangers par l'annonce. Les gens ont pensé que j'allais faire peut-être un scandale. Et ils se sont trompés. Ils se sont trompés puisque ce n'est pas comme ça que moi je voyais les choses. Moi je vois les choses dans le sens de la transcendance, pas dans le sens d'une lutte libidinale où j'engage un rapport de force avec le plus puissant, c'est inutile. Mais c'était mal compris et je crois que j'ai même risqué ma vie pour pouvoir sortir ces livres-là. J'ai vraiment risqué ma vie et je sais de quoi je parle. Mais
je lance un appel aux acteurs internationaux à travers vous, Roger Bongo, à tous les enfants du Congo qui vivent en France, de respecter l'ordre politique français, de respecter les valeurs de la France. Partout dans nos pays, là où nous sommes, nous essayons de nous adapter. Malgré les souffrances que nous endurons, je lance un appel pour qu'on soit au-dessus de la mêlée. Français avec les Français, Belges avec les Belges, Australiens avec les Australiens, Britanniques avec les Britanniques, Zélandais avec les Néo-Zélandais. Partout. Vivons ce qu'ils vivent. Il y a eu des bombes à Paris. On compatit avec eux. Est-ce que nous pouvons y être? Mais ce n'est pas par cette voie-là que nous allons trouver la solution. La voie, c'est la transcendance. Les valeurs judéo-chrétiennes, les valeurs républicaines, les valeurs de lumière. Et votre livre, le livre, c'est un appel, une analyse profonde sur la RDC. Avant de commencer la RDC, le Congo, avant de commencer le Congo, l'époque coloniale. Avant de commencer l'époque coloniale, on a eu nos ancêtres. Si à partir de là, vous avez commencé votre étude anthropologique, sociologique et approfondie politique, et vous êtes arrivé à une conclusion qui est simple, ce livre qui est en face de nous et qui parle de solutions sur le Congo. Un mot pour partir en tenant votre livre. Un mot de la fin pour que les gens puissent bien entendu adhérer en fait à ces idées des linéaires comme vous l'expliquez clairement. C'est ça. Je demande aux enfants du Congo, surtout de la diaspora, de se procurer ces livres, de regarder sur la page de Facebook en mon nom, ils verront comment ils peuvent acquérir ces livres-là. Nous devons avoir des moyens pour notre courant politique que nous allons mettre en place. Personne ne va nous donner des cadeaux. Personne ne nous fera des cadeaux. Donc ce livre, c'est le financement des activités que nous devons mener au niveau de ces courants politiques nouveaux. Donc si nous en liquidons 1000, nous avons 10 000. Si nous en liquidons 10 000, nous avons 100 000. Si nous en liquidons 100 000, nous avons 1 million. Donc c'est un moyen de financement de notre politique que nous voulons mener. Mais je veux aussi lancer un appel aux acteurs politiques internationaux de nous aider, de ne pas nous abandonner, puisque nous avons aussi contribué à l'essor de l'Occident. Nous sommes partie prenante au jeu démocratique occidental, de nous aider à sortir de l'obscurantisme, de nous aider à sortir de la préhistoricité, de ne pas profiter de notre obscurantisme pour renforcer davantage notre indécence. Nous lançons cet appel-là. Et je lance de nouveau avec courage. Je demande aux enfants du Congo de ne pas avoir peur de leurs opinions. Nous devons cesser les faux semblants. Nous devons cesser l'hypocrisie. Nous devons cesser l'hypocrisie. Nous devons nous installer, nous inscrire dans la rationalité. Nous devons nous installer dans la vérité. Puisque la vérité libère. S'il n'y a pas de vérité, il y a le mensonge. Et le mensonge, aujourd'hui, tous les États du monde sont coincés par les mensonges. Les mensonges qu'ils ont entretenus pendant des décennies et des décennies, aujourd'hui, sont coincés. Donc nous devons sortir par le haut. Sortir par le haut, c'est sortir par les valeurs. Alors je lance un appel pour que ce livre soit acheté par tous les enfants de la diaspora congolaise. Je dis et je vous remercie. Ces livres qui parlent du Congo, qui ne parlent pas simplement du Congo, qui parlent d'une historique qui touche l'Afrique, qui touche particulièrement le Congo de nos ancêtres. Donc, je vais faire un pas, je vais acheter ces livres. Merci, M. Roger. Je vous en prie.